Notre objectif est quand même de développer des méthodes pour arriver à calculer l'intégrale d'une fonction f sur un intervalle AB. Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'intégrales qu'on sait calculer. Ce qu'on sait faire jusqu'à maintenant, c'est par exemple intégrer une constante. Si f de x égale c pour tout x dans l'intervalle AB, donc c est une constante, alors il est clair que pour calculer l'intégrale de cette fonction, on n'a pas besoin de faire grand-chose de très sophistiqué. L'intégrale, c'est simplement l'aire d'un rectangle, qui est donc base fois hauteur, qui donne c fois b moins a, même si c est négatif d'ailleurs. Autre cas beaucoup plus compliqué qu'on sait faire, c'est calculer l'aire sous la parabole d'Archimède entre moins 1 et 1, et ici, via tout un attirail de calcul pour calculer des sommes de Darboux, on a montré que cette intégrale valait 4 tiers. Mais on aimerait quelque chose de quand même beaucoup plus robuste, qui s'applique plus généralement. Alors ce qu'on va faire, qui semble plus compliqué a priori, c'est la chose suivante. On va fixer un x entre a et b, puis on va considérer a de x qui, par exemple, sur ce dessin, quand la fonction est positive, est l'aire sous la courbe entre a et x. Alors définissons pour une fonction f qui est intégrable, on va définir la fonction r associée à f comme étant la fonction a de x qui est l'intégrale de a à x de f. Pour faire attention, ici on va nommer la variable muette avec un t plutôt qu'un x. C'est une fonction qui est définie sur tout l'intervalle AB. Alors il y a un point, on la connaît très bien, c'est en A, parce que A de A, c'est l'intégrale de A à A, et donc c'est 0, par notre convention. Puis il y a un point, on aimerait bien la connaître, c'est justement en B. On aimerait connaître la fonction R au point B. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de A uniquement au point B, et on a l'impression que pour connaître un peu cette fonction grande A, il faudra comprendre comment elle dépend de x, et ça revient à savoir calculer l'intégrale de f entre A et x, et comme on ne sait même pas encore le faire entre A et B, alors pour un x quelconque, ça semble être une tâche encore plus ardue. Mais gardons espoir, car on fera dans quelques instants une remarque à propos de grand A tout à fait surprenante qui nous permettra de nous tirer d'affaire. Mais avant cela, considérons deux exemples dans lesquels on sait calculer A de x pour un x quelconque. Alors, dans le premier exemple, on va reprendre la fonction constante f de x égale c. Dans ce cas, si on fixe un x intermédiaire et qu'on calcule a de x, qui est l'intégrale entre a et x de cette constante, eh bien, cette intégrale, c'est de nouveau l'aire d'un rectangle, et donc elle vaut base fois hauteur, qui est c fois x moins a. Et ici, à l'ordinateur, si on représente au-dessus de x un point qui est à hauteur a de x, ça nous permet de voir exactement comment a de x dépend de x. En 0, a vaut 0, comme on sait. Et puis on voit que a de x augmente, et en fait, elle augmente linéairement en x moins a. Alors pour bien faire, on va laisser une trace, on va tracer la courbe en fait, qui est le graphe de la fonction a de x, puis on voit que c'est la fonction qui est égale à c fois x moins a. Et ici, on va laisser un peu de place, parce qu'on reviendra ici dans un instant pour faire une remarque intéressante. Voyons un deuxième exemple. Alors dans ce deuxième exemple, on complique un tout petit peu, on prend une droite qui n'est pas horizontale. Donc f de x est mx plus h. Prenons une droite avec une pente positive et une ordonnée à l'origine positive. Là encore, comment on calcule a de x, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que a de x ici, c'est l'aire d'un trapèze et non pas d'un rectangle. Alors l'aire d'un trapèze, on fait la moyenne de la grande base et de la petite base, ça fait ma plus h plus mx plus h divisé par 2 fois la hauteur qui ici est x moins a. Après avoir simplifié un petit peu tout ça, on obtient 1 de x qui est 1 demi m fois x carré moins a carré plus h fois x moins a. Encore une fois, si on regarde ça à l'ordinateur, on voit ici l'aire a de x, et puis si on représente le graphe de a de x au-dessus du point x, alors on voit bien que a de x n'est plus linéaire en x moins a, c'est quelque chose qui est quadratique, parce qu'il y a ce terme x carré dans la fonction a de x. Alors, quelle est la remarque les remarques qu'on aimerait faire? La remarque, revenons au premier exemple. Dans le premier exemple, la remarque, c'est que si on regarde cette fonction a de x et que si on la dérive par rapport à x, alors on obtient c, et c, c'est exactement f de x, ce qui peut être intéressant. Parce que dans le deuxième cas, si on prend a de x et que là aussi on la dérive par rapport à x, tout le reste c'est des constantes, alors il y aura un x carré dont la dérivée va faire que j'ai un mx ici, puis une autre dérivée qui va donner un h. Donc ici aussi, on trouve que la dérivée de a existe et elle vaut exactement f.
La question est, est-ce que c'est un hasard que dans ces deux cas, la dérivée de la fonction r existe et soit exactement égale à f? Ou alors est-ce qu'il serait éventuellement possible de concocter un exemple d'une fonction f dont la fonction r soit n'est pas dérivable, soit possède une dérivée qui n'est pas égale à f? Eh bien non, le résultat que l'on va énoncer maintenant dit que ce qu'on vient d'observer sur ces deux exemples, en gros, est toujours vrai. Et ce résultat est ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'analyse. Et ce théorème affirme que si on prend une fonction f sur un intervalle AB qui est continue sur cet intervalle fermé et qu'on définit sa fonction r comme on l'a fait tout à l'heure en intégrant f de a jusqu'à x, alors cette fonction r grand A est dérivable partout à l'intérieur de l'intervalle AB et de plus, non seulement sa dérivée existe, mais elle est partout égale exactement à f de x. Ce théorème dit que même si on ne sait pas vraiment calculer cette intégrale très compliquée qui définit la fonction a de x, on connaît quand même sa dérivée en tout point de l'intervalle AB. Et si on y réfléchit un instant, retrouver une fonction à partir de sa dérivée semble un exercice peut-être pas facile, mais ça semble a priori possible et ça paraît en tout cas plus facile que de calculer cette intégrale a de x via des limites de somme de Riemann ou de Darboux. Avant de passer à une preuve rigoureuse, on va décrire l'idée qui est derrière la preuve et qui est très simple à comprendre. Supposons donc qu'on veuille démontrer que la dérivée de la fonction r est égale à f de x. Alors pour commencer, il est bien de se rappeler de ce qu'est la dérivée de la fonction a. La dérivée de a en un point x, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de a de x plus h moins a de x divisé par h. Et puisque a est défini par une propriété géométrique, on va faire un dessin. Donc on a ici a, on a ici x, on a notre fonction f qu'on peut supposer positive pour comprendre ce qui se passe. Et puis on a un point x plus h où h est très petit. Alors, a de x plus h, par définition, c'est l'intégrale de f entre a et x plus h, et puis par la propriété de l'intégrale, ça c'est l'intégrale de a à x plus l'intégrale de x à x plus h. Et donc, ça veut bien dire que l'aire entre a et x plus h, c'est égal à l'aire entre a et x, qui est ici a de grand A de x, plus cette petite intégrale qui est l'aire de cette région-là assurée. Alors, ce qui est important, c'est que quand h est petit, on peut estimer cette dernière intégrale par l'aire d'un petit rectangle qui est ici, qui a une hauteur f de x et une largeur h. Donc, cette intégrale s'approxime par f de x fois la largeur du rectangle qui est h. Et donc, si a de x plus h, c'est à peu près a de x plus f de x fois h, on a que a de x plus h moins a de x divisé par h est à peu près égal à f de x. Alors, donnons une preuve rigoureuse du théorème fondamental. Ce qu'on va faire, c'est commencer par fixer un x strictement entre a et b, et puis on va essayer de montrer que la dérivée de a en ce point x existe et qu'elle vaut f de x. Donc la dérivée de a, c'est, comme on vient de le rappeler, cette limite du rapport de Newton lorsque h tend vers 0. Et puis, pour fixer les idées, on va prendre un h qui tend vers 0 par la droite, et puis après, on pourra faire le cas où h tend vers 0 par la gauche. Donc, la différence de a de x plus h moins a de x, comme on vient de le dire, c'est l'intégrale entre x et x plus h de f de t dt. Et sur ce petit intervalle, entre x et x plus h, on va utiliser le théorème de la moyenne. Il existe un point C, quelque part, entre x et x plus h, tel que cette intégrale est égale à la valeur de la fonction f au point C fois la largeur de l'intervalle, qui est h. On peut donc réécrire maintenant que le a de x plus h moins a de x divisé par h, c'est égal à f de c. Puis il est important de noter que ce c dépend de x et de h, parce qu'il est quelque part entre x et x plus h. Mais ce qui est important, c'est que si h tend vers 0 par la droite, alors c doit nécessairement tendre vers x par la droite. Et donc si on prend ici la limite où h tend vers 0 par la droite des deux côtés, on aura la limite lorsque h tend vers 0 par la droite de f de c, que l'on peut remplacer simplement par la limite lorsque
x, ou plutôt lorsque c, tend vers x par la droite de f de c, mais ça c'est égal à f de x parce qu'on a supposé, et c'est très important de l'utiliser ici, que f est continu au point x, donc en particulier elle est continue à droite en x. On peut faire un calcul semblable en prenant h qui tend vers 0 par la gauche, et puis trouver de même que la limite du rapport de Newton est aussi égale à f de x. On a donc bien démontré que la dérivée de a existe en x et qu'elle est égale à f.